La pluie tambourinait contre les vitres comme si elle cherchait à effacer l'odeur des choses. À l'intérieur, la lumière était douce, et pourtant quelque chose d'indéfinissable pesait sur l'air, une tension qui n'appartenait ni au dehors ni au dedans, mais qui s'insinuait entre les meubles, entre les mots que l'on n'osait pas prononcer. Je m'appelle Amina. J'ai 32 ans. Avant que tout ne bascule, ma vie avait une forme simple. Un appartement que j'aimais, des collègues fidèles, des dimanches en famille, des rires qui circulaient comme des pièces. J'avais épousé Samuel parce qu'il avait su, au début, transformer les silences en promesses. Il était charmant, soigneux, et son regard suffisait à orienter mes journées. C'est cette image qui me servira de repère, pour montrer combien tout cela pouvait sembler ordinaire avant la mécanique qui s'installera. Les mauvaises histoires commencent toujours par des détails, puis s'installent. Ce n'est pas la grande scène dramatique qui crée la chute. C'est la répétition de petites choses qui, peu à peu, façonnent une autre réalité. La première fissure se dessinait dans la routine. Un rendez-vous oublié, une phrase sortie de son contexte, une clé retrouvée ailleurs. Ces petits incidents, isolés, paraissent inoffensifs, mais assemblés, ils forment un motif que l'on finit par accepter comme vérité. La compétence de la manipulation moderne est justement de rendre invisible ce tissage. Un matin de septembre, alors que l'automne commençait à peindre les arbres de nuances fatiguées, la conversation qui allait amorcer tout le reste eut lieu autour d'un café. Samuel tenait son journal, ses doigts effleuraient le papier. Son visage était sérieux, mais il n'y avait pas d'urgence. Il parla doucement, comme on délivre un diagnostic. « Tu n'as pas l'air bien ces derniers temps, » dit-il. J'ai souri, pensant qu'il était simplement préoccupé. « La fatigue sans doute, » répondis-je. « Peut-être que tu devrais consulter. Juste pour être sûr, » ajouta-t-il. Il n'y avait rien d'agressif dans sa proposition. C'était même l'inquiétude de l'époux modèle. Mais il y avait aussi, imperceptible pour l'œil non averti, une ligne de décision dans sa voix. Un pas posé vers l'avant. La préparation d'un scénario. Il n'y avait pas de brusquerie, seulement une efficacité tranquille. Les jours qui suivirent, il déploya sa méthode sans éclat. Raconter à la voisine que j'avais oublié l'heure d'un rendez-vous, expliquer à une amie que j'avais eu un moment, la semaine passée, inventer une conversation, puis la répéter plusieurs fois en public jusqu'à ce que d'autres en gardent la trace. Il s'agissait d'un façonnage progressif de la réalité. J'entendais progressivement mon nom prononcé d'une façon qui creusait un fossé entre ce que j'étais et l'image qu'on m'attribuait. Ce que je n'avais pas nommé tout de suite, c'était la stratégie. Une stratégie qui mélangeait des éléments émotionnels et administratifs. Cacher mes prochains rendez-vous, me priver des clés, modifier mes réveils. Des actes qui, pris isolément, paraissent erratiques ou négligents. Pris ensemble, ils forment un récit. Lors d'une dispute qui me paraît aujourd'hui minime, il prononça ces mots que je garderai longtemps dans l'oreille. « Tu deviens imprévisible ». Il disait cela avec une douceur lente, comme quelqu'un qui constate un phénomène non pas avec cruauté, mais avec l'objectivité feinte d'un scientifique. La phrase me frappa plus tard, puisqu'il vola, dès cet instant, la légitimité de mes jugements. Un matin où la brume enveloppait encore les arbres, il me conduisit à la clinique. Ce trajet reste gravé. Une voiture qui file dans la pénombre, le clignotement régulier des essuie-glaces et sa main qui serre la mienne d'une manière calculée. À l'accueil,
Tout se passa avec une civilité professionnelle. Le médecin que nous rencontrâmes avait la douceur posée d'un praticien rompu aux confidences. Il s'intéressa d'abord à mon histoire avec attention, mais son carnet, ouvert sur la table, contenait déjà des notes. J'appris alors, à mon effarement, que Samuel avait pris le soin de lui écrire. Il avait préparé l'histoire. Et il avait mis en mots, en phrases convenables, ce qu'il souhaitait voir advenir. La consultation dura. On me posa des questions classiques et je répondis lentement, en m'efforçant d'être concise. Le médecin prit des notes, examina quelques réponses, m'expliqua qu'il souhaitait approfondir avant de conclure quoi que ce soit. Cette prudence m'apaisa. Je me souviens précisément de sa phrase. Nous vérifions toujours avant d'en tirer des conclusions. Ce choix de mots, ce toujours, fut une petite porte entr'ouverte dans mon état d'esprit. Il y avait encore des possibles, des moyens de contrer la machine qu'on commençait à monter contre moi. Sortir de la clinique fut un autre voyage. Samuel se fit pâle et son sourire s'éteignit. Il prononça à voix basse « Ils verront la vérité, ne t'en fais pas ». Sa phrase était une menace voilée. Il présumait pouvoir contrôler la manière dont la vérité serait perçue, et il répandait déjà le brouillard qui rendrait mes paroles fragiles. À partir de ce moment, j'ai commencé à documenter. Chaque soir, j'écrivais un carnet, date, heure, détail. J'y inscrivais les moments où je constatais un oubli que je savais n'être pas mien, où un rendez-vous manquait, où une image me revenait diffractée. J'ai appris à faire de la mémoire un instrument de preuve. J'ai impliqué ma sœur et quelques amis de confiance. Sophia, une collègue qui avait assisté à maints déjeuners, accepta de noter ce qu'elle percevait et de me soutenir discrètement. Ma sœur me proposa sa maison comme lieu sûr pour conserver des documents. Chaque petite action constituait une barrière de papier contre l'édifice intangible que quelqu'un construisait pour me faire passer pour fragile. Les semaines suivantes prouvèrent le caractère méticuleux du plan. J'ai surpris Samuel effaçant des fichiers sur l'ordinateur familial. Il inventa un prétexte, mais ce que j'avais vu suffisait. Il manipulait les traces. Plus grave encore, dans un moment d'inattention, il laissa ouvert un dossier qui dévoilait, noir sur blanc, une logique. Annotation, formulation clinique arrangée, extrait d'email fictif. Ce n'était plus un geste impulsif. C'était une composition. Il avait planifié un scénario. Et l'existence même de ce document changea la nature de la bataille. Je ne luttais plus seulement pour me défendre contre des rumeurs, mais pour prouver qu'il avait orchestré ces rumeurs. Je me suis alors rendue chez le médecin à l'improviste, tenant le dossier entre mes mains, comme une torche. Quand je lui montrai les éléments, il parcourut les pages avec une attention qui se mua en gravité. Il y trouva des incohérences, des morceaux de faux, des séquences qui pouvaient être reproduites et falsifiées. Il me regarda et prononça une phrase qui me fit, à la fois, frissonner et respirer. Nous devons vérifier tout cela méthodiquement. Il accepta de solliciter des témoins, de faire des tests complémentaires et de garder une neutralité stricte jusqu'aux conclusions. Sa décision fut un bouclier temporaire. Pourtant, la stratégie de Samuel mutait au rythme de la suspicion. Il commença à se placer en victime anticipée. Il confia à des amis que j'étais très fatiguée, puis insinua que je pouvais perdre pied. Il parlait à voix basse dans des cafés, il répétait des histoires qui, au début, semblaient insignifiantes, mais qui, martelées, finissaient par s'ancrer dans l'imaginaire collectif. La force de sa manœuvre résidait dans la fragmentation.
faire croire peu à peu qu'on sonnait les esprits autour d'une idée. Il savait modeler la perception. Ce que je fis, en contrepoint, fut de multiplier les preuves. J'ai enregistré des conversations, pas pour le plaisir du conflit, mais pour avoir des repères tangibles. J'ai sauvegardé des emails et des messages dans des lieux sûrs. J'ai demandé à Sophia de noter tout comportement étrange observable. J'ai organisé des rendez-vous avec des spécialistes indépendants, non seulement pour mes propres examens, mais pour créer une trajectoire vérifiable. Chaque pièce était destinée à lutter contre la construction mentale que Samuel bâtissait. Les mois se déroulèrent comme une suite de petits actes. Témoignages recueillis, dossiers photocopiés, échanges minutés. Parfois, la fatigue me gagnait et il m'arrivait de me demander si tout cela valait la peine. Mais je comprenais que céder un instant équivaudrait à donner la victoire à quelqu'un qui se servait de l'impuissance apparente pour obtenir un but. Et son but, je l'imaginais peu à peu. Une liberté matérielle, un lien social qui l'arrangeait, peut-être une voie pour pousser à une décision légale qui l'avantagerait. Il agitait devant mes proches une image qui le protégeait, tandis que je devais, à chaque pas, œuvrer à prouver le contraire. Un tournant eut lieu lors d'une réunion familiale. Samuel, avec sa façon polie de placer les mots, parla de moi comme d'une personne qui change, qui devient instable. Quelques têtes se tournèrent, certains se préoccupèrent, d'autres, influençables, acceptèrent la version toute faite. C'était exactement ce qu'il cherchait, semer le doute, ensuite l'alimenter. Mais dans la même réunion, Sophia intervint. Elle dit calmement qu'elle me fréquentait souvent, qu'elle n'avait jamais observé de comportement inquiétant, qu'au contraire, j'étais claire et organisée. D'autres personnes confirmèrent. La parole d'un témoin fiable, répétée en public, fut un baume. Elle empêcha, pour un moment, la marée de la rumeur d'emporter tout sur son passage. Entre deux rendez-vous, un soir, je découvris un nouveau glissement. Des enregistrements altérés sur mon téléphone, des extraits de conversations tronquées et sortis de leur contexte. Ce fut une attaque numérique et j'ai senti l'ampleur de la mécanique. Il ne s'agissait plus seulement de paroles répétées. C'était une manipulation technique. J'ai demandé conseil à un informaticien de confiance. Il m'expliqua comment des sons pouvaient être modifiés, comment des fichiers pouvaient être montés. Cette compréhension ajouta une dimension à la lutte. Il fallait faire venir l'expertise, dévoiler le montage. Peu à peu, un fil rouge apparut. Samuel avait planifié un montage en recueillant des éléments sur plusieurs mois, en les arrangeant pour en faire un récit. Sa stratégie fonctionnait comme une entreprise documentaire. Recueil, mise en forme, diffusion ciblée. Connaissant désormais la méthode, je m'organisais pour contrer chaque étape. J'exigeais des copies certifiées, je fis apposer des horodatages. Je fis appeler des témoins à confirmer des faits concrets, non des impressions. Au milieu de cette tempête, le médecin resta un point d'ancrage. Il continua son travail avec une neutralité professionnelle qui peu à peu se mua en une suspicion prudente. Il convoqua des spécialistes, permit l'accès à des tests et recommanda la prudence avant toute décision. Cela m'offrit une respiration essentielle. Il n'était pas possible de m'écarter de la scène sans preuves irréfutables. Cette prudence médicale était à la fois un soutien et un avertissement. La bataille allait se jouer sur la capacité à accumuler des preuves, à les présenter, à les rendre indéniables. C'est au cours de cette période que je compris également l'importance du temps.
Les manipulations sont lentes parce que la crédulité humaine est paresseuse. Il est plus simple d'accepter une version déjà formulée que de vérifier chaque donnée. Mais lorsque l'on prend le temps de documenter, de recouper, de demander des expertises, le récit fabriqué se fissure. Chaque nouvel élément que je présentais au médecin l'obligeait à reconsidérer sa position. Et ce reconsidération n'était pas immédiate. Elle se gagnait case après case, preuve après preuve, comme dans un procès. La manipulation continue, malgré tout, à trouver des ressources. Samuel se montrait plus discret, mais ses actions restaient méthodiques. Il insérait des doutes dans les conversations, appelait certains membres de la famille en se présentant comme préoccupé et utilisait le langage médical comme un masque d'autorité. En public, il avait l'intonation du croyant sincère. En privé, il conservait l'aspect d'un artisan de l'illusion. Un soir, alors que je rentrais d'une consultation, j'entendis des éclats de voix dans le couloir. Samuel parlait au téléphone d'un ton bas mais assuré. Il évoquait des formalités, des mesures temporaires. L'angoisse me monta. Je compris que le moment était peut-être venu où la machine tentait une accélération. J'ignorais encore quelles seraient les conséquences, mais je n'étais plus la même qu'au début. J'avais appris à approfondir, à exiger des preuves, à cacher des documents, à solliciter des témoins. J'avais appris à refuser la précipitation, à transformer la panique en collecte. La confrontation, lorsque la première vraie ouverture eut lieu, ne prit pas la forme d'un grand éclat théâtral. Elle frémit d'abord sur un écran, dans une salle d'attente, où un email compromettant apparut par erreur. Il s'agissait d'un extrait d'un fichier qui listait, méthodiquement, des procédures et des formulations visant à construire une justification d'internement. Le texte, laissé par inadvertance ou par fatigue, exposait la stratégie. Inventer des épisodes, recueillir des témoignages, présenter des interprétations cliniques. Voir ces mots, imprimés et immuables, fut une fulgurance. Il n'y avait plus de doute possible sur l'intentionnalité. On touchait du doigt un plan. Je me précipitai chez le médecin avec le document entre les mains. Il ouvrit, lut, pâlit à certains passages, puis fixa un dossier déjà existant. Sa voix, lorsque je lui parlais, avait ce mélange de tristesse et d'autorité qui impose la méthode. Nous devons faire analyser ces documents et obtenir des expertises indépendantes. Il demanda des copies, ordonna des vérifications numériques et insista pour que tout reste confidentiel en attendant la consolidation des éléments. Sa démarche, alors, devint une stratégie judiciaire potentielle. Rassembler la preuve matérielle, demander des avis experts et contrebalancer le récit que Samuel avait patiemment construit. Les jours qui suivirent furent intenses. Les experts vinrent, les copies furent certifiées, des témoins furent interrogés. Chaque dossier, chaque copie signée, chaque parole confirmée fit tomber une pierre de l'édifice de mensonges que l'on avait tenté d'ériger. La méthode fonctionnait, lentement, et je compris que la patience serait notre arme la plus efficace. Pourtant, cette reconstruction patientée avait un coût psychique. La fatigue m'ôtait parfois la force des réponses rapides. Il m'arrivait de croire que je n'y arriverais pas. Mais la présence du médecin, la fiabilité des témoins et la persistance de petites preuves me maintenaient. J'eus aussi des moments de faiblesse, des appels où je fondais en larmes, des nuits où la peur s'emparait de moi. Face à cela, j'appris à demander de l'aide, à parler sans honte, à confier mes peurs pour les transformer en stratégie. La dignité ne consiste pas à tout faire seul,
mais à savoir s'entourer de personnes fiables et de procédures. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à blanchir les trottoirs, le médecin me téléphona. Sa voix était grave, mais mesurée. Il avait reçu un rapport d'expertise qui confirmait la présence de fichiers altérés et d'éléments qui semblaient fabriqués. Le poids des mots me fit vaciller. C'est un début, dit-il. Ces mots étaient ténus, mais je les reçus comme une promesse. Je sortis de la pièce en marchant lentement, sentant que quelque chose avait basculé. Nous n'en étions pas à la victoire, mais la vérité commençait à émerger. Samuel, voyant la pression monter, changea encore de tactique. Il commença à se montrer plus conciliant en public, tout en intensifiant, en privé, ses manœuvres. Il cherchait à gagner du temps, à éroder la crédibilité des témoins, à semer le doute sur les méthodes d'investigation. Mais plus il s'efforçait, plus des fissures apparaissaient, des incohérences dans ses récits, des traces numériques qui le contredisaient, des personnes qui se souvenaient mieux sous l'effet d'un recoupement que sous la pression de ses récits. La fin de cette phase, pour moi, ne fut pas un point final, mais une concession. La conscience qu'un combat long m'attendait. La lourdeur des jours se transformait en une sorte d'attente vigilante. Le médecin continua son travail, et moi, j'accumulais, je comparais, j'attendais le bon moment pour exposer l'ensemble des éléments. Je savais que la vérité n'était pas simplement ce qui se disait, mais ce que l'on parvenait à prouver. Chaque page photocopiée, chaque témoin, chaque courriel horodaté constituait désormais un pan de la maison que j'édifiais pour me protéger. Je compris aussi que la bataille ne se jouerait pas uniquement dans les cabinets ou devant des experts. Elle se jouerait dans les esprits. Comment faire pour que des gens voient ce que je voyais? Comment convertir l'émotion en compréhension? Comment, enfin, faire tomber une mise en scène qui avait, elle aussi, des grammaires et des rituels? La réponse apparut progressivement. Patience, rigueur, constance. Ne pas crier plus fort que la vérité, mais l'étayer. Laisser parler les preuves. Et surtout, s'entourer de personnes qui acceptaient de regarder sans préjugés. Le lent travail d'archivage, de vérification, d'écoute et de recoupement, mené avec méthode, finirait par faire ployer le récit frelaté. C'était long, c'était épuisant, mais c'était le chemin. Et c'est sur ce point que s'achève cette première partie de mon récit. Je me tenais alors au seuil d'une autre étape, le moment où, grâce à des preuves accumulées et à des expertises sérieuses, la manipulation pourrait être dévoilée de façon publique, irréfutable. J'ignorais encore les conséquences concrètes, mais je savais que nous avions enclenché un mécanisme de vérité qui, pas à pas, remonterait à la surface l'ombre qui s'était insinuée dans ma vie. Le lendemain matin, lorsque je quittais la maison pour rejoindre le cabinet du médecin, une atmosphère étrange, silencieuse et lourde planait dans les rues. J'avais l'impression que mon propre corps avançait sans moi, guidé par un instinct primaire, celui de sauver ce qui restait de ma vie avant que Samuel ne la détruise complètement. Les arbres le long du trottoir semblaient se pencher légèrement vers moi, comme pour me suivre du regard. Les lampadaires encore allumés malgré le soleil naissant donnaient au décor une impression irréelle, presque inquiétante. Quand j'arrivai à la clinique, je trouvai le médecin devant la porte, les bras croisés, le regard tourné vers la rue, comme s'il m'attendait avec une urgence qu'il essayait de dissimuler. Il me fit entrer sans un mot, referma la porte, puis verrouilla lui-même le loquet. Je n'avais jamais vu un médecin faire cela. Ce geste, simple en apparence, me glaça le sang.
Il me conduisit jusqu'à son bureau, où une pile de dossiers bien plus épaisse que la dernière fois reposait sur son bureau. Mon nom y apparaissait plusieurs fois, dans différentes polices, sur différents papiers. Le médecin m'invita à m'asseoir, puis prit une longue inspiration, comme s'il pesait chaque syllabe avant de prononcer la moindre phrase. Amina, ce que je vais vous dire est important, très important, et il faut que vous soyez prête à l'entendre. Je ne répondis pas. Je sentais déjà mon cœur battre trop fort, mes mains devenir moites. Le médecin ouvrit un premier dossier, puis un second, puis un troisième. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix resta stable. Depuis notre dernier rendez-vous, j'ai analysé les documents que vous m'avez apportés et j'ai consulté un expert indépendant pour examiner les fichiers numériques. Les résultats sont graves. Il marqua une pause, puis sortit une feuille imprimée qu'il déposa devant moi. Je n'avais même pas besoin de la lire pour sentir que ma vie venait de changer une nouvelle fois. Certaines signatures attribuées à vous ne correspondent pas à votre signature authentique, et pas seulement dans un document, mais dans plusieurs. Il y a aussi des demandes d'évaluation psychiatrique faites en votre nom, datées d'avant même votre première consultation ici. Certaines ont été envoyées à des institutions différentes. Certaines ont même été envoyées à des psychiatres privés, dont je n'avais pas connaissance. Je levai les yeux vers lui, effaré. Samuel a utilisé mon nom? Le médecin hocha lentement la tête, avec un mélange de tristesse et de retenue professionnelle. Oui, et ce n'est pas le plus préoccupant. Selon les métadonnées des fichiers, ces demandes ont été rédigées depuis votre domicile, à des heures où vous étiez censé être au travail, et certaines phrases dans ces dossiers ont été recopiées depuis des sites internet médicaux, mot pour mot. Je me sentis défaillir. Une sensation de vide envahit mes membres. Je ne savais plus si c'était de la peur, de la colère, de la déception ou un mélange de tout cela. Le médecin poursuivit, l'air grave. Amina, votre mari n'a pas seulement dit que vous étiez instable, il a construit un dossier complet pour le prouver. Et il l'a construit bien avant que vous vous en rendiez compte. Mon souffle se bloqua. Je me revis, tous ces mois, en train de douter de moi-même, d'interroger ma mémoire, d'essayer de comprendre pourquoi certaines choses semblaient déplacées. Tout prenait enfin sens. Samuel n'avait pas seulement manipulé mon entourage, il avait manipulé mon existence administrative, clinique, légale. Mais ça veut dire que ça fait combien de temps qu'il prépare ça? Le médecin replia ses doigts sous son menton. Les premières traces remontent à 11 mois, presque un an avant que vous n'en perceviez les premiers signes. 11 mois. 11 mois de travail dans l'ombre, 11 mois de mensonges, 11 mois d'un plan minutieux. Je sentis mes yeux s'embuer, mais je refusai de pleurer. Pas devant ce dossier, pas devant cette preuve, pas devant ce qu'il avait fait de moi. Le médecin sortit alors une enveloppe plus mince. Il la posa devant moi, puis dit: Maintenant, Amina, il est temps que vous sachiez quelque chose. Quelque chose que je gardais pour moi jusqu'à obtenir confirmation. Je levai la tête, le cœur battant à tout rompre. Vous n'êtes pas la première personne à me parler de Samuel. Je restai figée. Que. Quoi? Le médecin hocha la tête. Une femme est venue me voir, il y a 6 mois, avant même que votre mari ne vienne me parler de votre soi-disant instabilité. Cette femme m'a dit que Samuel préparait quelque chose. Elle n'avait pas de preuves à l'époque, juste des suspicions. Mais elle m'a dit de faire attention, que Samuel n'était pas ce qu'il semblait.
Je sentis un frisson me parcourir. Une femme? Qui? Pourquoi? Comment savait-elle? Je n'eus pas le temps de poser la moindre question. Le médecin poursuivit. Cette femme m'a dit quelque chose de très précis, quelque chose qui a pris tout son sens quand j'ai vu les documents falsifiés. Elle m'a dit, quand Samuel commencera son plan, Amina ne saura plus ce qui est vrai ou faux, et il cherchera à ce qu'elle ne puisse plus jamais parler. Mes doigts serrèrent le bord de la chaise. Le médecin ajouta d'une voix plus basse. Et elle m'a donné une information capitale. Quelque chose qui concerne Samuel. Quelque chose qu'il vous a caché. Quelque chose qui explique pourquoi il fait tout ça. Une vérité qui pourrait tout renverser. Je sentis mon cœur s'arrêter. Je murmurai. Quelle vérité? Le médecin ouvrit lentement l'enveloppe. Je vais vous la montrer, mais préparez-vous, Amina, parce que ce que vous allez apprendre va radicalement changer tout ce que vous croyez savoir sur votre mari. Il glissa la première feuille hors de l'enveloppe. Puis il la posa devant moi. Mon sang se glaça immédiatement. Je lus une ligne. Une seule. Une phrase qui explosa dans ma poitrine comme une bombe. Une vérité qui rendait tout son comportement soudain logique, effrayant, prévisible et monstrueux. Je fixais cette phrase encore et encore sans parvenir à comprendre si je la lisais réellement, ou si mon esprit, déjà malmené depuis des mois, me jouait un dernier tour. Mais non. Elle était là, imprimée noir sur blanc avec une précision administrative effrayante. Le médecin se pencha légèrement vers moi, ses yeux reflétant une compassion rare, mais aussi une inquiétude profonde. Je sentais qu'il pesait le poids de ce qu'il venait de me révéler. Amina, ce document est une copie certifiée conforme. Il ne s'agit pas d'une rumeur, pas d'une supposition. C'est un dossier que Samuel pensait vous cacher. Et selon nos premières vérifications, tout laisse penser que c'est authentique. Je posai la feuille sur mes genoux et m'appuyai contre le dossier de ma chaise, cherchant à reprendre mon souffle. Tout autour de moi semblait flotter, comme si le temps s'était suspendu. Je lisais encore et encore le nom écrit en haut du document, celui de Samuel, de son écriture précise. Et juste en dessous, un nom que je ne connaissais pas. Puis les mots, terrifiants, réapparaissaient dans ma tête. Demande de protection, dossier familial antérieur. Signalement d'un cas psychiatrique dans la lignée directe. Je levai enfin les yeux, ma voix brisée. C'est quoi ça? Samuel protège qui? Quelle lignée? De quoi parle-t-il? Le médecin referma doucement le dossier, comme s'il voulait me protéger d'une vision trop brutale. Amina, il s'agit d'un document familial confidentiel. Il liste les antécédents psychiatriques dans la famille de votre mari. Je restai figée. Sa famille? Le médecin acquiesça lentement. Oui, ce n'est pas votre santé qu'il cherche à prouver défaillante. C'est la sienne, qu'il cherche à masquer. Ces mots me traversèrent comme une lame. Le médecin continua, droit, précis, implacable. Ce dossier contient un historique psychiatrique lourd du côté paternel de Samuel. Il y est mentionné des troubles graves, paranoïa chronique, épisodes psychotiques, comportements dangereux. Plusieurs membres de cette famille ont été placés en observation ou sous traitement obligatoire. Certains cas ont conduit à des décisions judiciaires. Je sentis mon monde s'écrouler lentement. Une partie de moi refusait d'accepter. Une autre comprenait déjà trop bien. Amina, votre mari savait qu'il avait un dossier familial à risque et il savait qu'en cas de litige, de séparation
ou de situations conflictuelles, la justice pourrait exiger un examen de sa stabilité mentale. Ce dossier aurait été un problème immense pour lui. Il aurait perdu de la crédibilité. Il aurait peut-être même été surveillé médicalement. Je pressai une main contre ma bouche. Alors, tout ce qu'il fait, c'est pour détourner l'attention? Le médecin hocha la tête, avec cette froide certitude que seuls les faits prouvent. Oui, en vous faisant passer pour instable, il inversait les rôles. Il construisait une version où il est l'homme équilibré, victime d'une épouse en crise. Une version qui neutralise son propre héritage psychiatrique. Une version où la seule personne qui peut être mise en cause, c'est vous. Un vertige me prit. Tout s'imbriquait soudain. Ces phrases répétées, ces insinuations publiques, ces manipulations numériques, ce dossier qu'il avait si soigneusement préparé. Tout n'était pas seulement une tentative de contrôle. C'était une stratégie de survie. Une stratégie de camouflage. Et ce n'est pas tout, continua le médecin. L'experte que j'ai consultée a trouvé une irrégularité très grave. Il ouvrit une autre chemise. Samuel a tenté de faire disparaître ce dossier familial de plusieurs registres administratifs, ce qui est illégal. Il a utilisé des intermédiaires pour effacer ce qui existe sur lui. C'est probablement la raison pour laquelle l'informatrice anonyme est venue me voir il y a plusieurs mois. Mes mains tremblaient. Je demandai dans un souffle: Qui est cette femme? Celle qui vous a prévenu? Le médecin s'adossa à sa chaise. Elle n'a pas souhaité révéler son identité, mais elle connaît Samuel, et elle le connaît depuis longtemps. Elle a même dit une phrase très étrange. Il a déjà tenté quelque chose de similaire avant. Je sentis mon cœur manquer un battement. Avant? Avec qui? Le médecin secoua la tête. Elle n'a pas donné de nom, mais elle avait peur. Très peur. Elle m'a dit que Samuel pouvait aller loin, trop loin, et qu'une fois qu'il commençait son plan, il ne s'arrêtait que lorsqu'il l'avait mené jusqu'au bout. Je restais silencieuse, tentant de respirer correctement. Une pensée commençait à se former, terrifiante, insupportable. Docteur, est-ce que Samuel pourrait... Je n'arrivais pas à terminer ma phrase. Le médecin répondit à ma place. Oui, Amina. Il pourrait aller jusqu'à faire croire à une crise qui n'existe pas. Et dans certains cas rares, il pourrait même provoquer des situations qui vous mettraient en tort malgré vous. Je me redressai brusquement. Vous pensez qu'il pourrait me faire du mal? Le médecin me regarda droit dans les yeux. Je pense qu'il pourrait vous pousser à un état où vous vous mettriez vous-même en danger. Et ce serait alors très difficile à prouver. Amina, vous devez être prudente. Je sentis un froid terrible traverser ma colonne vertébrale, une certitude naissante, un instinct profond. Samuel n'essayait pas seulement de me faire enfermer, il essayait de me faire douter, de me fragiliser, de me rendre incapable de me défendre. Il cherchait à me briser mentalement, et peut-être même plus. Le médecin ajouta, la voix basse: Amina, écoutez bien ce que vous vivez. Ce n'est pas seulement un conflit conjugal, c'est une forme grave de manipulation psychologique. Et parfois, ces manipulations ne s'arrêtent pas là. Ma gorge se serra. Vous voulez dire qu'il pourrait provoquer une crise? Une scène? Le médecin soupira profondément. Ou une situation d'urgence médicale? Oui. Je restais figée. Le silence autour de nous devint presque palpable. Je pris mes affaires d'un geste tremblant. Avant de sortir, le médecin me dit: Amina, restez entourée. Ne restez jamais seule avec lui si vous pouvez l'éviter. Et surtout,
Il y a un dernier élément qu'il faut que je vérifie avant de vous en parler. Un élément extrêmement sensible. Je vous appellerai dès que j'en serai certain. Je quittais la clinique en titubant légèrement. Le ciel semblait plus sombre que d'habitude. Et pour la première fois depuis des mois, je réalisais que je ne connaissais peut-être pas du tout l'homme avec lequel je vivais. En rentrant chez moi, je trouvais Samuel assis à la table, immobile, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Il leva les yeux. Son regard n'avait plus rien d'humain. Amina, on doit parler. Mon cœur se serra d'un coup. Parce que cette fois, ce n'était pas l'homme que j'avais épousé qui me parlait. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait quelque chose de très précis à me dire. Peut-être même quelque chose d'irréversible. Samuel resta immobile pendant plusieurs secondes, son regard fixé sur moi avec une intensité que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il n'avait pas l'air en colère, ni triste, ni inquiet. Son visage était étrangement neutre, comme s'il avait revêtu un masque parfaitement lisse, dépourvu d'émotions humaines. Je compris instinctivement que ce silence n'était pas anodin. Quelque chose se préparait, quelque chose de grave. Approche, Amina, dit-il finalement d'une voix basse. Mon cœur battit plus vite, mais mes pieds restèrent figés. Samuel haussa légèrement les sourcils, comme s'il s'étonnait de ma méfiance nouvelle. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste te parler. Ces mots, dans sa bouche, eurent l'effet inverse. Je sentis un frisson glacé monter le long de ma nuque. Samuel n'était pas un homme impulsif. Il ne frappait pas, ne criait pas, ne cassait rien. Sa violence à lui était une violence invisible, silencieuse, méthodique. Et c'est précisément cette forme de violence-là qui me terrifiait le plus. Je m'assis tout de même sur le canapé, de l'autre côté de la table. Il resta un long moment sans dire un mot, puis il prononça: «Le médecin t'a dit quelque chose. Je l'ai vu dans ton regard.» Je serrai les mains. «Et toi, Samuel, qu'est-ce que tu voudrais que je sache?» Il eut un petit rire, un rire tellement froid qu'il me donna la chair de poule. «Que tout ce que je fais, c'est pour nous, pour protéger ce qu'on a construit, pour t'éviter de sombrer.» Je sentis la colère monter, mais je la retins. «Ne mens plus, Samuel, pas à moi.» Il pencha la tête, étudia mon visage, puis se leva lentement pour venir s'asseoir juste en face de moi. Il posa ses coudes sur ses genoux, croisa les doigts et souffla. «Tu ne comprends pas, Amina. Tu ne comprends vraiment pas. Je t'ai protégée depuis le premier jour, contre toi-même, contre ce qui te guette, contre l'héritage.» Un silence lourd suivit ces mots. L'héritage. Je compris immédiatement ce qu'il insinuait. L'héritage n'est pas le mien, Samuel. Il est à toi. C'est dans ta famille que... Il m'interrompit sèchement avec un geste brusque de la main. Tu ne sais rien de ma famille, Amina. Rien. Tu crois savoir. Tu crois comprendre. Mais tu n'as vu qu'une façade. Tu n'as aucune idée de ce que signifie vivre avec cette menace au-dessus de la tête. Tu n'as aucune idée. Sa voix trembla légèrement. J'observai ce frémissement avec une attention froide. Pour la première fois, depuis des mois, je le voyais vaciller. Et le masque, même brièvement, laissait entrevoir quelque chose d'autre. Pas de la fragilité, mais un chaos contenu. Quelque chose que Samuel avait passé sa vie à étouffer. Il reprit, plus calmement. Je refuse de finir comme eux. Le mot eux claqua comme un coup de tonnerre. Je demandai doucement. Qui, Samuel? Il se redressa, comme si cette question le mettait en danger. Tu sais très bien de qui je parle. Je restai silencieuse.
Il me fixa un long moment, puis se leva brusquement et se dirigea vers le bureau. Il ouvrit un tiroir, fouilla plusieurs secondes, puis sortit une enveloppe épaisse et me la lança sur la table. Puisque tu veux tant savoir, lis ça. Je pris l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus. Diagnostics médicaux, dossiers anciens, certificats d'internement, lettres de médecins datées de plusieurs années. Tous concernaient des membres de la famille de Samuel. Son père, ses 2 oncles, sa grand-mère paternelle et un cousin que je ne connaissais même pas. Je parcourais les pages sans presque respirer. Troubles psychotiques sévères, délire paranoïaque, épisodes maniaques dangereux, hospitalisation longue, traitements forcés. Certains avaient monté des antécédents violents, d'autres avaient tenté de s'enfuir de centres psychiatriques. Un, même, avait été déclaré irresponsable pénalement. Mon estomac se noua. Je levai les yeux vers Samuel, effrayé. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? Il se mit à rire. Un rire amer, nerveux, presque cruel. Parce que si je t'en avais parlé, tu te serais enfui, comme toutes les autres. Je me figeais. Les autres? Samuel se tut. Trop longtemps. Comme s'il venait de révéler quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Je murmurai. Samuel, tu as fait ça avec d'autres femmes? Il détourna les yeux. Puis il se leva et fit quelques pas dans le salon, les mains posées sur sa tête. Ce n'est pas ce que tu crois, Amina. Ce n'était pas pareil. Samuel, regarde-moi. Il s'arrêta. Tu as essayé de faire passer quelqu'un d'autre pour folle, avant moi? Le silence qui suivit fut plus dévastateur que n'importe quelle réponse. Mon cœur se mit à battre douloureusement. La voix du médecin me revint. Il a déjà tenté quelque chose de similaire avant. Mon souffle se coupa. Samuel finit par s'asseoir lourdement sur le canapé, comme écrasé par ses propres mensonges. Elle ne comprenait pas, dit-il enfin. Elle ne comprenait pas que je voulais juste prévenir, éviter que l'héritage se déclenche, protéger quelqu'un. En détruisant leur vie, il leva les yeux vers moi, les pupilles dilatées, le regard fiévreux. J'avais peur, Amina. Peur que ce soit moi. Peur que ça commence un jour. Tu ne sais pas ce que c'est, de sentir constamment que quelque chose dort en toi, que quelque chose peut surgir, qu'un jour, tu vas devenir comme eux, qu'un jour, tu vas perdre ton esprit, perdre ta vie, perdre tout ce que tu es. Il tremblait maintenant, un tremblement profond, incontrôlable. Alors, pour ne pas sombrer, tu as décidé de faire sombrer les autres? Il frappa la table du poing d'un geste si violent que je sursautai. Ce n'était pas comme ça, Amina. Tu ne comprends pas. Je devais détourner l'attention. Je devais prouver que ce n'était pas moi, que ce n'est jamais moi. Tu comprends? J'ai passé ma vie à vivre avec la peur, et quand tu vis avec la peur, tu deviens ton propre prédateur. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour me protéger. Je le fixai pétrifié, comprenant enfin l'ampleur de son désordre intérieur. Ce n'était pas seulement de la manipulation, ce n'était pas seulement du contrôle, ce n'était même plus de la stratégie. C'était une lutte contre un monstre invisible qu'il croyait hériter et qu'il tentait de projeter sur les autres pour ne pas se voir dans le miroir. Je respirais profondément. Samuel, tu as besoin d'aide. Tu es en train de te détruire. Et tu me détruis avec toi. Il éclata de rire. Un rire brisé. Moi? Besoin d'aide? C'est toi, Amina. C'est toi qu'on doit aider. C'est toi qui es instable. Le médecin le sait. Tout le monde le sait. Bientôt, ils le verront. Il se leva brusquement. Je me reculai instinctivement. Il me fixa avec un regard que je n'oublierai jamais.
un regard froid, calculateur, un regard de prédateur qui se sent acculé. Amina, il s'approcha d'un pas. Si tu continues à fouiller, tu vas te mettre en danger. Tu vas mettre tout le monde en danger. Et je ne pourrai plus te protéger. Je ne savais pas s'il parlait réellement de ma sécurité ou s'il parlait de la sienne. Puis, soudain, il fit quelques pas vers la porte, l'ouvrit et dit d'une voix étrangement calme: Reste ici ce soir, on parlera demain, quand tu seras plus clair. Il sortit. La porte se referma derrière lui comme un couperet. Je restai seule, tremblante, incapable de penser. Je savais 2 choses. Samuel avait déjà fait ça avant, et cette fois-ci, il irait encore plus loin. Je me levai, attrapai mon téléphone et composai le numéro du médecin. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Le médecin décrocha presque immédiatement, comme s'il attendait mon appel depuis des heures. Sa voix, d'habitude calme et posée, était cette fois empreinte d'une tension difficile à masquer. Amina, vous allez bien? Non, non, docteur. Samuel, il... Quelque chose ne va pas chez lui, quelque chose de très grave. Je crois qu'il est... Je n'arrivais plus à parler. Les mots se bloquaient dans ma gorge, étouffés par la terreur. Où êtes-vous? Demanda-t-il. À la maison. Il vient de partir. Mais je ne peux plus rester ici. Je sens que... Je sens que quelque chose va arriver. Le médecin prit une inspiration lente. Amina, écoutez-moi attentivement. Vous n'êtes plus en sécurité seule dans cette maison. Samuel est en train de perdre le contrôle. Je veux que vous fassiez vos affaires les plus essentielles et que vous me rejoigniez à la clinique immédiatement. Je contacterai aussi un collègue pour qu'on puisse vous recevoir de manière discrète. Je hochai la tête, même si le médecin ne pouvait pas me voir. Mes mains tremblaient si fort que je peinais à attraper mon sac. Je jetai à l'intérieur quelques vêtements, mon carnet, les photocopies des documents falsifiés, mon téléphone, mon chargeur, tout ce qui pouvait me servir de pièce, de trace, de preuve. Je descendis les escaliers avec hâte, mais arrivé en bas, un bruit sec retentit dans l'entrée, un bruissement. Le claquement lointain d'une porte. Un pas. Mon cœur s'arrêta. Samuel était revenu. Je restai un instant immobile, la respiration coupée, espérant que ce n'était qu'une illusion. Mais la clé tournant dans la serrure confirma la réalité. Je n'eus même pas le temps de me cacher. Il entra. Et son regard se posa immédiatement sur le sac que je tenais. Tu vas où? Sa voix était calme, trop calme. Je ne répondis pas. J'essayais de réfléchir, mais la panique brouillait mes pensées. Il fit un pas vers moi, puis un autre. Chaque pas semblait saccadé, presque prédateur. Amina, pourquoi tu as ton sac? Tu vas où? On n'a pas encore terminé de parler. Je reculai instinctivement, heurtant la rambarde de l'escalier. Il s'arrêta, me regardant comme un chasseur observe une proie qui a cessé de courir. Tu veux fuir? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Après tout ce que je fais pour nous? Je serrai la poignée de mon sac jusqu'à en blanchir les jointures. Je vais voir le médecin, dis-je enfin, d'une voix tremblante. Il sourit. Un sourire lent, déformé, terrifiant. Le médecin? Tu crois vraiment qu'il peut t'aider? Il s'approcha encore d'un pas. Cette fois, sa voix n'était plus une voix humaine. C'était un murmure aigu, étranglé, comme si une tension intérieure écrasait sa gorge. Il ne sait rien, Amina. Il ne sait rien de ce que je fais, rien de ce que je prépare, rien de ce qu'il faut faire pour empêcher. Il s'interrompit soudain, les yeux écarquillés. Son souffle devint irrégulier. Il posa une main sur sa tempe, comme pour calmer quelque chose en lui. Amina, je t'ai demandé de me faire confiance.
C'est toi qui n'écoutes pas. C'est toi qui... Il se frappa soudain la tête avec la paume de sa main. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je sursautai. C'était la première fois que je le voyais perdre le contrôle physiquement. Samuel, arrête! Il leva les yeux, furieux. T'arrêter? C'est toi qui dois t'arrêter. C'est toi qui dois comprendre que tout ce que je fais, tout, c'est pour éviter que ça recommence. Que quoi recommence? Demandai-je, la gorge nouée. Il inspira brusquement, comme si l'air venait de lui manquer. Ce qu'ils ont fait, ce que mon père a fait, ce que j'ai vu quand j'avais 12 ans. Tu sais ce que c'est que de voir un homme perdre la raison juste devant toi? Tu sais ce que c'est que de voir un regard se vider comme si une présence étrangère prenait sa place? Tu sais ce que c'est que de vivre en sachant que ça peut arriver? N'importe quand? Je restais figée. Samuel tremblait. Il agrippait le cadre de la porte comme pour ne pas tomber. J'ai essayé, Amina. J'ai essayé de t'aimer normalement, de vivre normalement, mais il secoua la tête violemment. Quand je sens les choses revenir, quand je sens que quelque chose remonte en moi, je dois le détourner, je dois le repousser, je dois le projeter quelque part, sur quelqu'un. Je compris soudain, terriblement. Son plan n'était pas seulement une manipulation. C'était une manière de contenir sa propre folie, d'empêcher son héritage de le dévorer. En dévorant quelqu'un d'autre? Tu voulais me faire enfermer? Pour te protéger? Il hocha la tête. Oui, parce que si tu es celle qui perd pied, moi je suis celui qui reste stable, celui qu'on écoute, celui qui n'a rien, celui qui survive. Ces mots me brisèrent. Je n'arrivais plus à respirer. Samuel s'approcha encore, lentement, les yeux écarquillés, la respiration haletante. Amina, viens, pose ton sac. On peut encore arranger les choses. Je reculai d'un pas. Samuel, non, je dois partir. Son visage se déforma instantanément, la douceur feinte disparut. Il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son n'en sortit. Il serra les poings, trembla, puis soudain, il s'effondra à genoux, comme si son propre corps l'avait lâché. Amina, ne pars pas. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Si tu pars, je ne pourrai plus me contrôler. Je ne pourrai plus. Je sens que ça revient. Il leva vers moi un regard d'une intensité terrifiante, comme s'il me montrait, à cet instant exact, la frontière fragile entre l'homme et le gouffre qui l'engloutissait. Je me détournai. Je courus vers la porte d'entrée. Je l'ouvris en tremblant. Amina, je sursautai. Ne me laisse pas seule dans ça. Tu dois te soigner, Samuel. Non, non, tu ne comprends pas. C'est toi qui portes tout. C'est toi qui vas tomber. Pas moi. C'est toi. C'est toi. Je sortis, je claquai la porte, et je courus vers la rue sans me retourner. L'air glacé me fouetta le visage. J'avais l'impression d'échapper à une cage qui se refermait. Mais en même temps, je savais quelque chose. Ce n'était pas la fin. Ce n'était même pas le début de la fin. C'était seulement le commencement d'un autre cauchemar. Parce que je connaissais maintenant la vérité sur Samuel. Et je savais une chose essentielle. Un homme qui lutte contre sa propre folie est capable de tout pour ne pas la laisser sortir. Et j'étais devenue sa cible. La porte de la maison claqua derrière moi, comme un coup de tonnerre qui scelle un destin. Je me mis à courir sans réfléchir, mes pas résonnant sur le trottoir encore humide de rosée. Mon souffle était saccadé, mes mains tremblaient, et le monde entier semblait vaciller autour de moi. Je n'entendais plus rien, sauf
le martèlement de mon cœur qui battait contre ma poitrine comme s'il voulait s'en échapper. J'avais l'impression de fuir un incendie invisible, mais qui dévorait tout ce qui me restait de certitude. Jamais je n'aurais imaginé, le jour de mon mariage, que je me retrouverais un jour à courir dans les rues en sachant que mon propre mari représentait un danger. Pas un danger impulsif, non. Un danger pensé, organisé, construit, un danger silencieux, intelligent, calculateur. Le genre de danger que personne ne soupçonne, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand j'arrivai enfin à la clinique, presque essoufflée, le médecin m'attendait déjà dans son bureau. Son visage se décomposa en me voyant entrer. Je devais avoir l'air d'une femme qui venait d'échapper à un accident. Il referma la porte derrière moi, me fit asseoir et passa quelques instants à m'observer, non pas avec curiosité, mais avec une inquiétude profonde, presque paternelle. «Qu'est-ce qu'il s'est passé?» demanda-t-il d'une voix grave. Je lui racontai tout, la discussion, les aveux, le tremblement, les cris, la terreur dans ses yeux, et cette phrase qui résonnait encore dans mon crâne: «Si tu pars, je ne pourrai plus me contrôler». Le médecin resta silencieux un long moment, comme s'il cherchait les mots exacts pour ne pas ajouter de panique inutile. Puis il prit une profonde inspiration. «Amina, écoutez-moi attentivement. Ce que vous décrivez ressemble à ce qu'on appelle un effondrement psychique imminent. Samuel n'est plus dans la manipulation uniquement. Il est dans un état où il peut perdre contact avec la réalité. Et cela peut être dangereux. Pour vous, mais aussi pour lui-même.» Je fermai les yeux. C'était la phrase que je craignais le plus au monde. «J'ai besoin de savoir», me dit-il. «Est-ce qu'il a essayé de vous empêcher de sortir?» «Pas physiquement, mais...» Il me suivait du regard comme si j'étais la dernière chose qui le retenait. «Et il a eu des gestes brusques?» «Oui, il s'est frappé la tête.» Le médecin soupira, massant ses tempes. «Amina, ce qu'il a fait là est un signe de dissociation, un acte de rupture interne. Cela confirme ce que je craignais depuis quelques jours.» Je relevai brusquement la tête. «Vous saviez qu'il allait changer?» Il hésita, longuement, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire allait inaugurer un tournant majeur. «Je ne voulais pas vous alarmer tant que je n'étais pas certain, mais il y a 3 jours, j'ai reçu un appel d'une autre structure médicale, une structure dans laquelle Samuel s'était renseigné.» Je fronçai les sourcils. «Renseigné pourquoi?» Le médecin prit une feuille dans un dossier et la posa devant moi. «Pour savoir combien de temps il faudrait pour faire interner un proche à titre préventif.» Je sentis un froid glacial s'emparer de mon corps. Il voulait anticiper mon internement? Non, pas seulement le vôtre. Il aurait pu demander un internement pour n'importe qui, mais il a utilisé votre nom. Je serrai les dents pour ne pas crier. Je voulais hurler, frapper la table, casser quelque chose. Mais je restais immobile, pétrifiée par l'ampleur de l'horreur. Le médecin ajouta: «Et ce n'est pas tout. Une psychologue légiste qui travaille avec moi sur votre dossier m'a révélé un élément fondamental sur les troubles familiaux que Samuel essaye de cacher. Elle pense que votre mari est en train de développer un trouble similaire, un trouble latent, héréditaire, qui peut se déclencher sous stress ou pression émotionnelle.» Je restais figée. «Et vous pensez que c'est en train d'arriver?» Le médecin hocha lentement la tête. «Oui, Amina. Et ce que vous avez vu ce matin? Les tremblements, la crise, les aveux flous, les gestes contre lui-même. Ce sont des signes alarmants. Samuel est en train de perdre pied.» Je passai une main sur mon visage.
J'avais tellement peur, docteur, tellement peur qu'il fasse quelque chose d'irréversible. Le médecin posa une main rassurante sur mon bras. Vous avez fait ce qu'il fallait en partant. Mais maintenant, il reste une étape cruciale. Je le regardais, le souffle coupé. Il faut découvrir l'identité de la femme qui est venue me voir il y a 6 mois. Et il faut comprendre pourquoi Samuel a peur d'elle. Une vague glacée parcourut ma colonne vertébrale. Vous pensez qu'elle sait quelque chose? Elle ne m'a pas seulement averti qu'il préparait quelque chose contre vous, Amina. Elle m'a dit une phrase qui m'a hantée. Il ouvrit son carnet et lut lentement. Dites à Amina que quand Samuel commencera à perdre pied, c'est le passé qui reviendra. Et quand le passé reviendra, elle devra regarder du côté qu'elle n'a jamais osé regarder. Je déglutis, terrifiée. Quel côté? Le médecin rangea le carnet. Celui de Samuel. Son histoire, ses mensonges. Et surtout, la femme qu'il fréquentait avant vous. Je restais pétrifiée, comme si une porte venait de s'ouvrir dans l'obscurité. Une porte que je n'avais jamais su qu'il fallait ouvrir. Le médecin ajouta. Amina, la femme qui est venue me voir, c'est probablement l'une des autres, l'une de celles à qui il a déjà fait ça. Je sentis mes jambes faiblir. Un vertige me prit. Vous voulez dire que Samuel a déjà détruit quelqu'un avant moi? Le médecin hocha la tête. Oui, et cette femme sait quelque chose sur lui, quelque chose d'énorme, quelque chose qu'il a caché, et qu'il redoute plus que tout. Je posai ma main sur ma poitrine, tentant de calmer mon cœur. Mais comment je la retrouve? Je ne sais même pas qui elle est. Le médecin se leva avec détermination. Je vais vous aider. Nous allons remonter ses traces. Nous allons comprendre ce qu'elle sait. Et nous allons découvrir ce que Samuel cache depuis des années. Il prit son téléphone. Parce que cette fois, Amina, ce n'est plus seulement votre survie qui est en jeu. Il marqua un silence dramatique. C'est la vérité elle-même qui est en danger. Le médecin composa un numéro devant moi, sa main légèrement tremblante. Son visage restait concentré, mais son regard se durcissait par moments, comme s'il anticipait quelque chose d'important, quelque chose de lourd. Il parlait bas, presque en chuchotant, et sa voix était posée, mais chaque syllabe semblait peser une tonne. Oui, c'est moi. C'est urgent. Oui, le dossier Samuel Diarra, exactement. Elle doit venir. Aujourd'hui. Oui, je sais que c'est risqué, mais nous n'avons plus le choix. Je n'entendais pas la voix à l'autre bout du fil, mais je percevais l'importance de la conversation. Lorsqu'il raccrocha, un silence s'installa. Un silence épais, dense, presque suspendu. Je n'osais pas parler. Le médecin prit alors une chaise et s'assit juste en face de moi. Amina, écoutez-moi attentivement. La femme dont je vous ai parlé, celle qui m'a avertie il y a 6 mois, va venir cet après-midi. Mon souffle se coupa. Elle a accepté? Oui, mais à une seule condition, que vous soyez prête à entendre toute la vérité. Toute la vérité? Il hocha lentement la tête. Cette femme a vécu la même chose que vous. Presque exactement la même chose. Elle porte encore les cicatrices de ce que Samuel lui a fait. Et elle sait quelque chose que même moi, je n'ai pas réussi à comprendre. Quelque chose qui explique pourquoi votre mari a commencé à dérailler de cette façon. Je sentis mes doigts trembler. Je serrai mes mains l'une contre l'autre pour masquer ma peur. Je pensais que Samuel n'avait eu aucune relation sérieuse avant moi. Le médecin eut un sourire triste. C'est ce qu'il vous a dit? Mais ce n'était pas vrai. Cette femme n'était pas seulement une compagne, elle était quelqu'un qui comptait pour lui.
quelqu'un qui l'a manipulée, puis abandonnée, quand elle est devenue une menace pour son image et pour son projet. Un terme m'interpella immédiatement. Quel projet? C'est ce que nous allons découvrir. Elle seule peut vous le dire. Il ferma un instant les yeux, comme s'il revoyait une scène qu'il aurait préféré oublier. Quand elle est venue me voir, elle était terrorisée. Elle tremblait. Elle m'a dit que Samuel n'était pas l'homme que tout le monde voyait. Elle m'a dit qu'il portait quelque chose en lui, quelque chose qu'il essayait de cacher depuis des années. Quelque chose de sa famille? Le médecin hésita. Peut-être, mais je pense que c'est plus que ça. Beaucoup plus. Cette femme connaît un secret. Et c'est ce secret qui fait que Samuel devient si dangereux lorsqu'il sent qu'il perd le contrôle. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Quand est-ce qu'elle arrive? Demandai-je. Dans 1 heure. Elle n'a accepté de venir que sous protection. Vous devez rester ici jusqu'à son arrivée. Je vais alerter la sécurité de la clinique. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. Dehors, le ciel s'assombrissait. Les nuages s'étaient épaissis, donnant à la ville une couleur presque métallique. Le vent se levait, frappant doucement les vitres. On aurait dit un décor de film, juste avant que quelque chose de terrible n'arrive. Je restai là plusieurs minutes, le regard perdu. Puis je repensai à Samuel, à son visage tremblant, à ses mains crispées, à ses aveux, à ses cris. Je ne savais plus où se situait la frontière entre la folie, la peur, la manipulation, le mensonge et la réalité. Je ne savais plus si Samuel était un monstre ou une victime de ses propres démons. Et pourtant, une part de moi savait déjà que le secret que nous allions découvrir pourrait tout détruire, définitivement. Après une longue attente, le médecin entra de nouveau dans la pièce. Je ne savais plus où se situait la frontière entre la folie, la peur, la manipulation, le mensonge et la réalité. Je ne savais plus si Samuel était un monstre ou une victime de ses propres démons. Et pourtant, une part de moi savait déjà que le secret que nous allions découvrir pourrait tout détruire, définitivement. Après une longue attente, le médecin entra de nouveau dans la pièce. Amina, elle est arrivée. Mon cœur fit un bond. Je me levai d'un coup. Elle est là, maintenant? Oui, elle est dans la salle d'entretien. Et elle a demandé que vous entriez seule pour l'instant. Je déglutis difficilement. Pourquoi seule? Parce qu'elle ne veut pas être entendue par quelqu'un d'autre. Pas même moi. La peur me serra la gorge. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait savoir. Je sortis du bureau, le médecin me suivant de près jusqu'à un couloir étroit. Au bout du couloir se trouvait une petite salle, éclairée par une lumière blanche. La porte était entr'ouverte. Je respirai profondément et poussai la porte. La pièce était vide, sauf pour une femme assise au fond, dos à moi. Elle portait un long manteau sombre. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules. Elle semblait immobile, presque figée. Lorsque j'entrai, elle ne se retourna pas. Je refermai la porte derrière moi. Le claquement attira enfin son attention. La femme tourna lentement la tête. Et je la vis. Son visage était marqué, pas seulement par la fatigue ou la tristesse. Il était marqué par quelque chose de beaucoup plus profond. La peur, la survie, le traumatisme. Elle me regarda et ses yeux s'embuèrent légèrement. Amina, murmura-t-elle. Oui, c'est moi. Je t'attendais. Je m'avançai d'un pas. Qui êtes-vous? Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle dit enfin:
Je suis l'ombre que Samuel pensait avoir effacée. Je suis celle qui l'a détruite avant de poser les yeux sur toi. Mon cœur se serra. Pourquoi êtes-vous venu? Elle inspira profondément, comme si ce qu'elle allait dire lui arrachait un morceau d'elle-même. Pour te dire ce que personne n'a jamais osé dire. Pour te révéler le secret que Samuel cache depuis des années. Le secret qui explique tout. Son comportement, sa folie, sa peur, ses mensonges, et ce qu'il a déjà fait à d'autres femmes. Je tremblais. Quel secret? Elle se leva enfin, ses yeux se plantèrent dans les miens, et d'une voix brisée, chargée d'une vérité qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, elle dit: Amina, Samuel n'est pas devenu ainsi à cause de son héritage familial. Il ne t'a pas manipulé par peur. Ce n'est pas la maladie qui le hante. Elle marqua un silence glaçant. Puis elle lâcha, lentement, chaque mot comme une bombe. Il a fait quelque chose d'impardonnable, quelque chose qu'il essaye d'effacer depuis des années, quelque chose qui, s'il ressort, le détruirait. Je restais immobile, la gorge nouée. Elle s'approcha encore d'un pas. Et tout ce qu'il t'a fait, tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il a fait aux autres, c'était pour cacher ce qu'il a réellement fait. Elle posa sa main sur son cœur, ses yeux pleins de larmes. Amina, si tu savais ce que Samuel a fait, tu ne dormirais plus jamais, le cœur noir de l'histoire. Dans cette section, l'ancienne compagne révèle progressivement la vérité. Style cinématographique, très long, très intense. Après cette section, tu demanderas section D. La conclusion finale, encore plus longue. La femme resta debout un long moment, respirant lentement, comme si chaque seconde l'éloignait d'un abîme qu'elle avait fui pendant des années. Je ne la quittais pas des yeux. Je sentais qu'un morceau de vérité, un morceau lourd, obscur, presque impossible à porter, allait tomber sur moi. Elle s'assit enfin, les mains jointes, et me fit signe de la rejoindre. Je m'installai face à elle. Ses yeux, rouges d'émotion, cherchaient les miens avec une intensité presque insupportable. Avant de te dire ce que Samuel a fait, murmura-t-elle, je dois te raconter ce qu'il a fait. À moi. Elle inspira profondément. Je m'appelle Nadia. Le nom resta suspendu entre nous. Un nom simple. Un nom qui portait une tragédie. J'ai rencontré Samuel il y a 4 ans, dit-elle. Et au début, il était comme avec toi. Attentionné, prévenant, parfait. On croit toujours qu'on a trouvé quelqu'un de rare, quelqu'un de précieux. Et puis, elle baissa la tête. Et puis, il commence à observer, à analyser, à noter chaque détail de ta vie. Pas par amour, mais pour s'en servir un jour. Je sentis un frisson me traverser. J'avais vécu la même chose, mot pour mot. Au début, je pensais qu'il voulait m'aider. Il me disait que j'oubliais des choses, que je confondais des dates, que j'étais stressée, que j'avais besoin de repos. Et puis les gens autour de moi ont commencé à me regarder différemment, comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Je murmurais. Comme moi. Oui, comme toi. Ses doigts serrèrent les siens. Mais la différence, Amina, c'est que moi, j'étais seule. Pas de famille proche, pas d'amis très présents, personne pour poser des questions. Et c'est là que son plan est devenu dangereux. Elle marqua un silence, le regard perdu dans un souvenir qu'elle semblait redouter. Samuel a commencé à me dire que je parlais en dormant, que je faisais des choses que je ne me rappelais pas, que je devenais agressive sans m'en rendre compte. Il disait qu'il notait tout pour m'aider. Mais en réalité,
Il fabriquait une version de moi-même que je ne reconnaissais pas. Je sentis mon cœur se serrer. Il a effacé les messages de mes proches, changé les alarmes de mon téléphone, caché mes clés, commandé des médicaments en mon nom, des antidépresseurs, des calmants, des somnifères. Tout ça pour créer une trace, une preuve. Une preuve de quoi? De ma prétendue instabilité. Elle ferma les yeux un instant, comme si la douleur revenait par vagues. Puis un jour, Samuel m'a convaincu que j'avais eu une crise, que je m'étais mise en danger. Je n'avais aucun souvenir, Amina. Rien. Il m'a montré un verre cassé, un objet tombé. Et il a dit: Tu vois, tu n'es pas bien. Elle secoua la tête. Et le pire, c'est que j'ai commencé à le croire. Je réprimais un sanglot. Cette histoire, c'était l'écho exact de ce que Samuel avait commencé à faire avec moi. Alors un soir, continua Nadia, il m'a emmenée à la clinique. Une clinique privée, très chère. Il avait tout préparé, tout. Même les documents, les signatures, les attestations. Tout semblait réel à Mina. Et ils ont failli m'enfermer. Pour observation, mon sang se glaça. Mais comment vous êtes sortie de là? Nadia leva les yeux et un sourire amer apparut sur son visage. Je ne suis pas sortie. Je suis partie. J'ai fui. Je la fixais pétrifiée. Le médecin a commencé à poser des questions, à remarquer que les dates ne coïncidaient pas, que les signatures étaient incohérentes, que certaines pièces semblaient trop récentes. Samuel s'est énervé, très nerveux, trop nerveux, assez nerveux pour attirer l'attention. Elle prit une longue respiration. Alors, j'ai profité d'un moment de confusion. J'ai pris mon sac et je me suis enfuie par une sortie de service. Je ne savais même pas où j'allais. J'ai dormi chez une amie. J'ai tout laissé derrière moi. Elle marqua une pause. Et c'est là que j'ai compris. Samuel ne voulait pas seulement prouver que j'étais folle, il voulait faire croire à tout le monde que ce n'était pas lui qui déraillait. Je sentis une vague glaciale m'envahir. Il t'a dit la même chose, n'est-ce pas? Oui, Nadia acquiesça. Samuel projette sa propre peur sur les autres. Il détruit les femmes qui lui rappellent que quelque chose se dégrade en lui. Il n'arrive pas à accepter que son héritage familial peut être en train de s'éveiller. Alors il détourne la menace. Il la jette sur nous. Je murmurai: Mais ce n'est pas tout. Vous avez dit que Samuel a fait quelque chose. Quelque chose d'impardonnable? Nadia ferma les yeux. Je vis une larme couler le long de sa joue. Oui, et c'est pour ça que je suis ici. Elle se rapprocha, baissant encore la voix, comme si le secret qu'elle s'apprêtait à révéler pouvait déclencher un tremblement de terre. Amina, avant toi, avant moi, il y a eu une autre femme. Mon sang se figea. Une femme dont Samuel ne parle jamais. Une femme qu'il a rayée de son histoire. Tous les dossiers ont été effacés, toutes les traces ont disparu. Mais moi, j'ai vu la vérité. Elle serra mes mains. Cette femme n'a pas survécu. Je reculais, horrifiée. Quoi? Elle n'a pas survécu, Amina. Et son histoire a été enterrée. Officiellement, proprement. Et Samuel était le dernier à l'avoir vue vivante. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Nadia essuya ses yeux, sa voix brisée. Il ne l'a jamais frappée. Jamais touchée. Samuel n'est pas comme ça. Mais il a utilisé sa technique, sa méthode. Il l'a isolée. Il l'a fait douter d'elle-même. Il l'a manipulée. Il a poussé sa fragilité mentale jusqu'à l'extrême. Et un soir, elle a sombré. Pour de vrai. Je restais muette, terrifiée, figée. Ce que Samuel a fait,
C'est créer les conditions qui ont détruit cette femme. Et les autorités n'ont rien vu. Rien. Parce qu'il était brillant. Parce qu'il savait manipuler les dossiers. Parce qu'il savait pleurer au bon moment. Elle inspira profondément. Et ce qu'il t'a fait, Amina, ce que tu vis, ce n'est pas seulement un cycle. C'est la répétition d'un schéma. Un schéma dangereux, mortel. Mes mains devinrent glacées. Mon souffle se figea dans ma gorge. Amina, si tu restes près de lui, tu finiras comme elle. Je ne bougeais plus. Je ne respirais presque plus. Et Nadia conclut, dans un souffle terrible, l'erreur de cette femme a été de découvrir le secret que Samuel cachait avant toi. Et toi, Amina, tu es sur le point de découvrir ce même secret. Et c'est pour ça que Samuel commence à perdre la tête. Parce qu'il sait que tu es. La femme resta debout un long moment, respirant lentement, comme si chaque seconde l'éloignait d'un abîme qu'elle avait fui pendant des années. Je ne la quittais pas des yeux. Je sentais qu'un morceau de vérité, un morceau lourd, obscur, presque impossible à porter, allait tomber sur moi. Elle s'assit enfin, les mains jointes, et me fit signe de la rejoindre. Je m'installai face à elle. Ses yeux, rouges d'émotion, cherchaient les miens avec une intensité presque insupportable. Avant de te dire ce que Samuel a fait, murmura-t-elle, je dois te raconter ce qu'il a fait. À moi. Elle inspira profondément. Je m'appelle Nadia. Le nom resta suspendu entre nous. Un nom simple. Un nom qui portait une tragédie. J'ai rencontré Samuel il y a 4 ans, dit-elle. Et au début, il était comme avec toi, attentionné, prévenant, parfait. On croit toujours qu'on a trouvé quelqu'un de rare, quelqu'un de précieux. Et puis, elle baissa la tête. Et puis, il commence à observer, à analyser, à noter chaque détail de ta vie. Pas par amour, mais pour s'en servir un jour. Je sentis un frisson me traverser. J'avais vécu la même chose, mot pour mot. Au début, je pensais qu'il voulait m'aider. Il me disait que j'oubliais des choses, que je confondais des dates, que j'étais stressée, que j'avais besoin de repos. Et puis les gens autour de moi ont commencé à me regarder différemment, comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Je murmurais. Comme moi? Oui, comme toi. Ses doigts serrèrent les siens. Mais la différence, Amina, c'est que moi, j'étais seule. Pas de famille proche, pas d'amis très présents, personne pour poser des questions. Et c'est là que son plan est devenu dangereux. Elle marqua un silence, le regard perdu dans un souvenir qu'elle semblait redouter. Samuel a commencé à me dire que je parlais en dormant, que je faisais des choses que je ne me rappelais pas, que je devenais agressive sans m'en rendre compte. Il disait qu'il notait tout pour m'aider. Mais en réalité, il fabriquait une version de moi-même que je ne reconnaissais pas. Je sentis mon cœur se serrer. Il a effacé les messages de mes proches, changé les alarmes de mon téléphone, caché mes clés, commandé des médicaments en mon nom, des antidépresseurs, des calmants, des somnifères. Tout ça pour créer une trace, une preuve. Une preuve de quoi? De ma prétendue instabilité. Elle ferma les yeux un instant, comme si la douleur revenait par vagues. Puis un jour, Samuel m'a convaincue que j'avais eu une crise, que je m'étais mise en danger. Je n'avais aucun souvenir, Amina. Rien. Il m'a montré un verre cassé, un objet tombé. Et il a dit: Tu vois, tu n'es pas bien. Elle secoua la tête. Et le pire, c'est que j'ai commencé à le croire. Je réprimais un sanglot. Cette histoire, c'était l'écho exact de ce que Samuel avait commencé à faire avec moi. Alors un soir, continua Nadia, il m'a emmenée à la clinique.
Une clinique privée, très chère. Il avait tout préparé, tout, même les documents, les signatures, les attestations, tout semblait réel à Mina. Et ils ont failli m'enfermer. Pour observation. Mon sang se glaça. Mais comment vous êtes sortie de là? Nadia leva les yeux, et un sourire amer apparut sur son visage. Je ne suis pas sortie. Je suis partie. J'ai fui. Je la fixais pétrifiée. Le médecin a commencé à poser des questions, à remarquer que les dates ne coïncidaient pas, que les signatures étaient incohérentes, que certaines pièces semblaient trop récentes. Samuel s'est énervé, très nerveux, trop nerveux, assez nerveux pour attirer l'attention. Elle prit une longue respiration. Alors, j'ai profité d'un moment de confusion, j'ai pris mon sac, et je me suis enfuie par une sortie de service. Je ne savais même pas où j'allais. J'ai dormi chez une amie. J'ai tout laissé derrière moi. Elle marqua une pause. Et c'est là que j'ai compris. Samuel ne voulait pas seulement prouver que j'étais folle. Il voulait faire croire à tout le monde que ce n'était pas lui qui déraillait. Je sentis une vague glaciale m'envahir. Il t'a dit la même chose, n'est-ce pas? Oui. Nadia acquiesça. Samuel projette sa propre peur sur les autres. Il détruit les femmes qui lui rappellent que quelque chose se dégrade en lui. Il n'arrive pas à accepter que son héritage familial peut être en train de s'éveiller. Alors il détourne la menace. Il la jette sur nous. Je murmurai: Mais ce n'est pas tout. Vous avez dit que Samuel a fait quelque chose d'impardonnable. Nadia ferma les yeux. Je vis une larme couler le long de sa joue. Oui, et c'est pour ça que je suis ici. Elle se rapprocha, baissant encore la voix, comme si le secret qu'elle s'apprêtait à révéler pouvait déclencher un tremblement de terre. Amina, avant toi, avant moi, il y a eu une autre femme. Mon sang se figea. Une femme dont Samuel ne parle jamais. Une femme qu'il a rayée de son histoire. Tous les dossiers ont été effacés, toutes les traces ont disparu. Mais moi, j'ai vu la vérité. Elle serra mes mains. Cette femme n'a pas survécu. Je reculai, horrifiée. Quoi? Elle n'a pas survécu, Amina. Et son histoire a été enterrée, officiellement, proprement. Et Samuel était le dernier à l'avoir vue vivante. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Nadia essuya ses yeux, sa voix brisée. Il ne l'a jamais frappée, jamais touchée. Samuel n'est pas comme ça. Mais il a utilisé sa technique, sa méthode. Il l'a isolée, il l'a fait douter d'elle-même. Il l'a manipulée. Il a poussé sa fragilité mentale jusqu'à l'extrême. Et un soir, elle a sombré, pour de vrai. Je restais muette, terrifiée, figée. Ce que Samuel a fait, c'est créer les conditions qui ont détruit cette femme. Et les autorités n'ont rien vu. Rien. Parce qu'il était brillant. Parce qu'il savait manipuler les dossiers. Parce qu'il savait pleurer au bon moment. Elle inspira profondément. Et ce qu'il t'a fait, Amina, ce que tu vis, ce n'est pas seulement un cycle, c'est la répétition d'un schéma. Un schéma dangereux, mortel. Mes mains devinrent glacées. Mon souffle se figea dans ma gorge. Amina, si tu restes près de lui, tu finiras comme elle. Je ne bougeais plus. Je ne respirais presque plus. Et Nadia conclut dans un souffle terrible. L'erreur de cette femme a été de découvrir le secret que Samuel cachait avant toi. Et toi, Amina, tu es sur le point de découvrir ce même secret. Et c'est pour ça que Samuel commence à perdre la tête. Parce qu'il sait que tu es dangereuse pour lui. Je restais figée, incapable de respirer, incapable même de cligner des yeux.
Dans la petite salle aux murs pâles, les mots de Nadia semblaient encore vibrer, comme des lames invisibles qui continuaient de trancher dans l'air. Je me sentais comme suspendue au-dessus d'un vide immense. Je murmurai enfin, la voix brisée. Quel secret? Nadia me fixa longuement. Il y avait dans son regard quelque chose de difficile à décrire. Un mélange de pitié, de peur et d'une fatigue ancienne, presque irréparable. Amina, ce que Samuel cache, ce n'est pas seulement un trouble familial, ce n'est pas seulement une manipulation, ce n'est pas seulement un héritage psychologique. Elle inspira profondément. C'est un acte. Mes doigts se serrèrent nerveusement. Quel acte? Elle s'approcha lentement, comme si la vérité pouvait encore changer notre destin uniquement par sa lourdeur. L'autre femme, celle qui n'a pas survécu, elle s'appelait Jamila. Le nom me traversa comme un coup de vent glacé. Samuel a été le dernier à la voir vivante, le dernier à lui parler, le dernier à être avec elle avant qu'elle ne disparaisse. Mes mains tremblèrent. Disparaissent? Oui. Officiellement, on a parlé de suicide. Mais officieusement, les médecins ont toujours eu des doutes si forts qu'un rapport interne avait été ouvert. Un rapport que Samuel s'est acharné à effacer. Elle serra mes mains si fort que j'eus mal. Jamila n'était pas malade, Amina. Elle était brillante, stable, intelligente, une femme forte. Mais Samuel avait réussi à la faire douter d'elle-même, à la couper de tout, à la pousser dans un état de confusion extrême. Et un soir, elle est tombée. Je secouai la tête, refusant d'accepter. Non, Samuel, il ne ferait pas ça. Pas intentionnellement. Tu as raison, il ne l'a pas poussée. Il ne l'a pas touchée. Il n'a rien fait physiquement. Elle me fixa droit dans les yeux. Mais il a créé le chaos dans son esprit. Il a détruit sa perception de la réalité. Et un soir, elle a perdu pied. Samuel s'est contenté de regarder. Je restais figée. Un froid glacial envahit mon corps. Et après, il a pleuré. Il a raconté une histoire. Il a manipulé tout le monde. Il a convaincu les médecins, la famille, les autorités que Jamila était fragile, instable, perdue. Elle presque murmura. Il l'a laissée mourir pour sauver son image. Et quand quelqu'un a commencé à poser des questions, Samuel a tout fait disparaître. Je mis une main sur ma bouche. Samuel est responsable? Nadia hocha lentement la tête. Oui, et il le sait. Il le sait depuis le premier jour. C'est pour ça qu'il a peur. C'est pour ça qu'il panique. C'est pour ça qu'il détruit chaque femme qui découvre des choses sur lui. Parce que si quelqu'un met la main sur les preuves qui restent, sa vie s'effondrerait. Je me sentis vaciller. Et moi? Pourquoi moi? Nadia inspira profondément. Parce qu'il t'aime. Et justement, parce qu'il t'aime, il sait que tu es la seule capable de voir ses failles, de voir ce qu'il a essayé de cacher toute sa vie. Tu es la seule qui puisse relier les points. Tu es la seule qui puisse comprendre ce que son esprit tente d'étouffer. Elle ajouta, la voix chargée d'une vérité douloureuse. Samuel n'essaie pas seulement de te manipuler, Amina. Il essaie de te neutraliser, avant que tu ne deviennes dangereuse pour lui, comme Jamila l'a été avant toi. Je sentis mon cœur s'emballer. Mais, alors, qu'est-ce que je dois faire? Nadia se leva. Elle vint poser ses mains sur mes épaules. Samuel n'essaie pas seulement de te manipuler, Amina. Il essaie de te neutraliser, avant que tu ne deviennes dangereuse pour lui, comme Jamila l'a été avant toi. Je sentis mon cœur s'emballer. Mais, alors, qu'est-ce que je dois faire? Nadia se leva.
Elle vint poser ses mains sur mes épaules. Tu dois fuir, Amina. Tu dois t'éloigner de lui. Tu dois couper les ponts. Tu dois tout dire au médecin. Tu dois te protéger, te cacher s'il le faut. Et surtout, tu dois arrêter de croire que tu peux le sauver. Personne ne peut sauver Samuel maintenant. Pas moi, pas toi, pas un médecin, pas un traitement. Elle inspira, les yeux humides. Samuel est en train de replonger. Ce que tu as vu, c'est le début. Il n'a plus de barrière mentale, plus de contrôle, plus de conscience claire. Il ne sait plus où est la réalité. Et quand un homme comme lui perd pied, il peut devenir quelqu'un que tu ne voudras jamais rencontrer. Je sentis une larme rouler sur ma joue. Et toi, comment as-tu fait pour survivre? Nadia baissa les yeux. Je ne sais pas si j'ai survécu. Je respire encore, mais ce qu'il m'a laissé, ce n'est pas une vie. Je ne dors plus. J'ai changé de ville 3 fois. J'ai changé de nom. Et même maintenant, j'ai peur qu'il me retrouve. Je reculais, horrifiée. Le médecin entra soudain dans la pièce, sans frapper, son visage blême. Amina, il faut partir. Maintenant. Mon cœur bondit. Pourquoi? Parce que il avala difficilement sa salive. Samuel est ici. Je me figeai. Quoi? Il est venu à la clinique. Il demande à vous voir. Il dit qu'il doit réparer les choses. Et il n'a plus le même regard que ce matin. Nadia devint livide. Il ne doit pas te voir, Amina. Pas maintenant. Pas tant qu'il est dans cet état. Le médecin ajouta: Je vais vous faire sortir par l'arrière. Un taxi vous attendra. Je vais appeler le service de sécurité. Amina, écoutez-moi. Samuel n'est plus dans un état stable. Il peut devenir dangereux à tout moment. Je sentis mon souffle s'accélérer. Mais, pas de mais, dit Nadia d'une voix brisée. Pars, Amina. Pars maintenant, ou tu ne sortiras peut-être pas vivante de cette histoire. Je pris mon sac, mes papiers, les copies, tout ce qui pouvait servir de preuve. Le médecin me saisit par le bras et m'entraîna dans un couloir discret, derrière une porte réservée au personnel. Je marchais vite, presque en courant, le cœur battant si fort que j'entendais mes propres pulsations dans mes tempes. Il ne faut pas qu'il vous voie, répéta le médecin. Il faut disparaître, Amina. Disparaître de sa vie, de son champ de vision, de sa réalité. Nous atteignîmes une sortie de service. Le médecin ouvrit la porte, une voiture m'attendait. Moteur allumé. Il me regarda dans les yeux. Ce n'est pas de la folie, Amina. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas une maladie seulement. C'est la peur de Samuel. Et la peur est devenue son monstre. Je montai dans la voiture. Le chauffeur ferma la porte. Le médecin fit un signe de tête. On vous met à l'abri. Ensuite, nous lancerons les démarches. Vous n'êtes plus seul. La voiture démarra. Je ne me retournai pas. Je ne voulais pas voir Samuel. Je ne voulais pas voir son visage. Je ne voulais pas croiser son regard devenu étranger. Loin derrière moi, dans la clinique, un homme se tenait debout dans le hall, les yeux grands ouverts, cherchant frénétiquement quelqu'un. Un homme dont la réalité s'effondrait. Un homme qui portait un secret qui venait de ressurgir. Un homme que j'avais autrefois aimé. Un homme qui avait perdu pied. Un homme qui, s'il m'avait vu à cet instant, aurait pu tout faire. Absolument tout. Je posai ma main sur mon cœur. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vivante. Je me sentis sauvée. Je me sentis loin de lui. Mais je savais aussi une chose. L'histoire n'était pas terminée. Pas encore. Parce qu'un homme comme Samuel ne laisse pas disparaître aussi facilement la personne qui détient son secret. Et, quelque part dans la ville, je savais qu'il me chercherait.
Je savais qu'il reviendrait, mais cette fois, je serai prête.